heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, bonsoir. Très heureux de vous revoir. C'est toujours très enrichissant de discuter avec vous. Les gens vous aiment beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'inconsciemment, le fait de vous appeler Ricard vous a attiré la sympathie des Français? Écoutez, moi, j'ai jamais bu une bulle d'alcool de ma vie. C'est pas que j'avais des principes, c'est que j'aime pas le goût. Oui, avec un nom pareil, c'est terrible. Ah, oui, oui. Alors, autre vanne pourrie. Ce qui est drôle, Mathieu Ricard, c'est quand vous devez faire le trésor de Jean-Pierre Pernaut. Vous avez prévenu, hein? Bien. Mathieu, vous connaissez pas bien la télévision française, donc je vais vous raconter l'émission à laquelle vous participez ce soir. En P1, nous serons tous les deux. On parlera de vous, on parlera du bouddhisme, on parlera du Dalai Lama, extraordinaire Dalai Lama. Il ne voudrait pas faire pape, parce que ça nous arrangerait bien. Il faudra demander à Rome ce qu'ils en pensent. En P2, nous recevrons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Cécile Duflot, secrétaire nationale des Verts. Beaucoup de succès, les Verts, en ce moment. Et c'est vrai que si les Verts avaient existé plus tôt, on aurait peut-être pu sauver les dinosaures. En tous les cas, c'est trop tard. Troisième invité sera Jean-Pierre Foucault. Lui aussi, tout le monde l'aime bien. Il n'a pas beaucoup d'ennemis, Jean-Pierre, à part la mayonnaise et le Nutella. Bon, voilà. Alors, on parlera de son livre qui s'appelle « Les 90 ans de Citroën » chez Michel Lafon. Il prépare les 120 ans de Renault. Mais là, c'est Lynn Renault. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Alain Stoffen, qui a passé 15 ans dans l'église de Scientologie, qui fait la une cette semaine avec le procès. Bizarre, quand même, de choisir une religion dont le grand chef est Tom Cruise, non? C'est quand même un peu... Je sais pas. Il nous racontera tout ça. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et l'orchestre « Les Gréments de Fortune ». Mathieu Ricard, rebonsoir. Comme l'indique votre tenue, vous êtes moine bouddhiste. La robe orange, c'est pour les manifestations publiques, c'est pour passer à la télé. Quand vous êtes chez vous, vous avez un jean, un t-shirt, non? Ça fait 35 ans que j'ai fait cadeau de mes jeans. Ah ouais. Et voilà, j'ai plus que ça. Vous êtes toujours comme ça. J'ai pas besoin de me demander ce que je vais mettre le matin. C'est comme moi avec le costume noir. Je ne me demande pas ce que je mets le matin, quoi. Voilà. C'est pareil. Vous n'avez pas froid dans l'Himalaya avec la neige? Non, bon, l'hiver, on met une grosse cape, c'est bon. Ah enfin, bon. Quand on est assis, mais dans la journée, on est comme ça. Ouais. Et dessous, comme les Écossais, vous avez rien? Vous savez, en fin de compte, on arrive toujours au même résultat final. Hein. Oui. Bien. Alors, donc vous êtes moine bouddhiste, interprète du Dalai Lama, auteur d'un certain nombre de livres, dont Le moine et le philosophe, avec votre père, Jean-François Revel, qui a eu un énorme succès. Et vous êtes aussi photographe. Et vous publiez 2 livres. Alors, le premier, c'est L'esprit du Tibet. C'est la vie du maître Dilgo Khyentse Rinpoche. Et le deuxième, c'est un coffret de 3 albums de photos. Un sur le Bhoutan, un sur le Tibet et un sur l'Himalaya en général, tel que vous le voyez depuis la fenêtre de votre ermitage. Tout ça aux éditions La Martinière. Alors, la vie du maître Dilgo Khyentse Rinpoche, c'est vraiment l'exemplaire de ce que doit être un maître spirituel bouddhiste, en fait. Oui, c'était l'un des maîtres du Dalai Lama lui-même. Oui. Et j'ai eu surtout l'immense fortune de passer 13 ans auprès de lui, jour pour jour. C'est-à-dire que, comme j'étais un de ses proches disciples, je dormais la nuit par terre dans sa chambre, je l'aidais. Ouais. Le simple fait d'être en la présence de quelqu'un qui manifeste une telle perfection humaine est un enseignement en soi. Ouais. Le messager devient le message. Oui. Qui fait preuve aujourd'hui d'une force intérieure, qui respire la bonté? C'est compliqué. Quand même des gens comme Nelson Mandela, Desmond Tutu, qui est une simplicité en même temps extraordinaire, le Dalai Lama, bien sûr. Pas beaucoup, hein, quand même, hein, sur 6 milliards de terriens. Bien, alors, tous les droits d'auteur donc, sont reversés à votre association humanitaire qui s'appelle Karuna. Alors, Karuna, c'est quand même 16 cliniques, 12 écoles. 100 000 patients par an, 15 000 enfants dont on s'occupe pendant qu'on a construit des écoles. Et c'est pas seulement ça, c'est aussi 3% de frais de fonctionnement. Oui, ce qui pour une ONG est très exceptionnel, en fait. Et un petit exemple quand même, on construit en ce moment au Népal des écoles entièrement faites en bambou, donc c'est très écologique. Oui. Pour 40 000 €, vous pouvez en 2 mois construire une école pour 2000 enfants. Ah ouais. Alors, quand vous ne voyagez pas, donc vous résidez dans cet ermitage qui fait 2,50 m sur 2,90 m. Alors pourquoi avoir une demeure aussi petite devant une telle immensité? Parce que j'ai une fenêtre qui est à peu près de la taille du mur. Ouais. Et donc, l'immensité, j'y suis dedans. Ouais. Car le soir, c'est étonnant. Je vois tout le ciel étoilé. Quand j'éteins la lumière avant de m'endormir, j'ai l'impression d'être dans une navette spatiale, en quelque sorte. C'est extraordinaire d'habiter là. Hein.
Oui, c'est vrai. Ah, c'est génial. Ouais. Bah, c'est plus facile de méditer là que dans le métro, ça c'est Oui, clair. Ou dans les embouteillages. Van bouddhiste. Alors, vous êtes seul là-bas. Oui. Mais pourquoi les bouddhistes font comme les catholiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se marier, de vivre avec une femme? Le fait d'être seul dans un ermitage, c'est autre chose. C'est l'idée que pendant quelques semaines, quelques mois, voire plus longtemps, on va se consacrer entièrement à ce processus de transformation personnelle. Alors, vous faites de la méditation. La méditation, on a souvent l'impression que c'est faire le vide. En fait, pas du tout. Il y a deux clichés sur la méditation. C'est faire le vide, relaxer, et puis si on est très très bon, l'éviter un tout petit peu. Oui. Ça, c'est pas tout à fait comme Tintin au Tibet. Tout à l'heure, quand je suis arrivé dans votre loge, je me suis dit peut-être que je vais le trouver en lévitation. Voilà, vous voyez, vous n'avez pas vu ça. L'idée, c'est d'avoir un esprit quand même plus clair et plus calme, mais ensuite l'utiliser justement pour cultiver des qualités qu'on n'a pas l'habitude de cultiver. On est prêt à passer 15 ans à s'éduquer, à avoir une formation professionnelle, à faire de la musique, à faire un sport, ça s'apprend, il y a une discipline. Comment se fait-il qu'on imaginerait que des qualités humaines fondamentales comme l'altruisme, l'attention, la liberté intérieure viendraient comme ça parce qu'on le souhaite? Ça n'a pas de sens. Chaque fois que je vous vois, je me dis, il a raison. C'est fou. Alors, donc vous êtes dans cet ermitage sans téléphone, sans email, il fait 0 degré, il n'y a pas de chauffage, et vous dites, c'est la vraie vie. Je me sens tellement bien, en harmonie avec la nature, en harmonie avec mon propre esprit, en harmonie avec tous les êtres. Et je crois que j'essaie peu à peu de construire une force qui ensuite me permet d'essayer de un peu soulager un peu la souffrance et mettre au service des autres avec une force qui justement est moins vulnérable. Parce qu'elle est construite. Parce que si vous voulez, c'est pareil dans le monde de l'humanitaire. Souvent, les gens partent pour aider quelqu'un. Ils veulent construire une école. Et puis en route, tout le monde se dispute. On a affaire à des gens qui ne sont pas forcément honnêtes. Et finalement, on est tellement mêlé à toutes ces histoires humaines qu'on laisse tomber le projet lui-même. C'est ridicule. Et puis s'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait parfaits, l'idée, c'est pas de rendre tout le monde parfait en chemin. C'est d'essayer d'aider 15 000 enfants. Alors il y a un truc extraordinaire avec vous, c'est qu'en fait, ça n'a pas été une rupture, votre départ dans l'Himalaya. Vous n'êtes pas un rêveur, vous êtes un scientifique au départ. Et d'ailleurs, vous êtes membre de l'Institut Mind and Life, où des scientifiques étudient les effets de la méditation sur le corps humain. D'abord, le renforcement du système immunitaire, la hausse de 20 à 30% des anticorps, c'est quand même extraordinaire, l'augmentation des cellules souches dans le sang. Diminution de l'anxiété, diminution de la tendance à la dépression, renforcement du système immunitaire, diminution du stress, donc des avantages non seulement psychologiques, mais aussi sur la santé. C'est extraordinaire, cette fusion finalement entre ce qu'il y a de plus avancé dans la science et ce qui est de plus avancé dans l'esprit, quand même. Oui, c'est effectivement une belle collaboration. Je suis très heureux d'y participer. Voilà. Alors, quand vous redescendez sur Terre, quand vous arrivez en France, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Finalement, une société où il y a un certain culte de l'individualisme. Et ça nuit beaucoup à notre avenir, parce que si on songe au défi de l'économie à court terme, de la qualité de vie à moyen terme, c'est-à-dire une génération, un métier, une famille, et puis de l'environnement, donc sur le long terme. Les économistes ne peuvent pas investir quelque chose qui va rapporter des sous dans 200 ans. Et donc, en fait, la seule chose qui pourrait réconcilier ces échelles de temps différentes, c'est l'altruisme, une société plus altruiste, plus bienveillante, plus de considération pour autrui. On ne jouerait pas avec leurs ressources maintenant. On aurait plus de considération pour la qualité de vie au travail, dans la société, et on aurait plus de considération pour les générations à venir. Et on voit ça avec Mohamed Younous, c'est le microcrédit. Oui, absolument. Il a fait un système qui marche économiquement, il fait des profits, mais les profits sont réinvestis pour le bien social, pas simplement pour augmenter les comptes bancaires. Comment va le Dalai Lama ? Il va très bien, il a 74 ans maintenant. Il a une opération de la vésicule biliaire l'an dernier. Bon, il est végétarien, mais c'est vrai que ses médecins l'obligent à manger de la viande. Il voulait être végétarien et puis il a été assez malade, donc ses médecins lui ont conseillé d'en manger un petit peu. Donc le Dalai Lama mange de la viande. Si ça se trouve, le grand rabbin mange du saucisson sur ordre de ses médecins. Dans le bouddhisme, si vous voulez, c'est pas une obligation absolue. C'est un choix qui tient à la compassion. Et moi, j'ai une belle formule de Georges Bernard Shaw qui dit les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Et nous accueillons Cécile Duflot et Jean-Pierre Foucault. Alors, Cécile Duflot, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du Parti écologiste Les Verts, tête de liste en Ile-de-France pour le Rassemblement écologiste pour les régionales.
Vous étiez encore inconnu il y a 6 mois. Et depuis les européennes, vous êtes la nouvelle star de la politique française. Et pourtant, vous le dites vous-même, et c'est pas une vanne, vous dites j'ai le charisme d'une huître. Je l'ai dit. Ah, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ça vous suit pendant des années après. Ouais, c'est pas très grave. Alors voilà, donc la preuve de votre staritude, c'est que Nicolas Sarkozy vous a invité à l'Élysée pour parler de la taxe carbone. Et c'est vrai qu'il ne connaissait rien du tout et qu'il parlait de la taxe carbonara, non? Sur d'autres sujets, c'était plus ambigu, Ouais. mais sur le nom, ça va. Alors, ce qui n'est pas une vanne, en revanche, c'est qu'il vous a appelé Madame Soufflot, quand même. Ah ouais. Mais peut-être qu'il va m'appeler Madame Huître, maintenant. Ouais. Blague à part, moi, ça m'a plutôt fait marrer. Sérieusement, il n'a pas essayé de vous draguer, non? Non, mais Non, mais il faut se méfier avec Nicolas, hein. Il est chaud, hein. comme ça, à vue de nez, Ouais. c'est pas une question d'huître, mais je pense que je suis pas son genre. Ah en plus, bon. hein. Et alors, c'est comment l'Élysée? C'est vrai qu'il a remplacé le tableau de monnaie par le disque d'or de Faudel, non? Bien. En tous les cas, c'est sympa d'être patronne des Verts, parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre les journées du patrimoine pour visiter l'Élysée, au moins. Voilà, Ouais. mais c'est sympa d'être patronne des Verts pour plein d'autres raisons. C'est bien d'avoir été dans l'ombre et de passer dans la lumière, surtout quand on exerce les responsabilités que j'ai, parce que ça permet de savoir pourquoi on est là. Et moi, je suis là pour faire de la politique, pas pour faire nouvelle star. Du coup, voilà, c'est bien d'être patronne des Verts. Voilà. Alors, ça fait quoi de voir le président en vrai, comme ça, par rapport à Jean-Pierre Foucault? Ou à Thierry Ardisson. Eh bien, Jean-Pierre Foucault, c'est presque plus, hein, parce que Bah oui. Jean-Pierre Foucault, je le connaissais quand j'étais petite, et pas le président de la Voilà. Et République. il est beaucoup plus populaire que le président de la République, Jean-Pierre Foucault. Par les temps qui courent, c'est pas très dur. Hein. Alors, mais bon, donc tout va bien pour les Verts, vous n'êtes jamais monté aussi haut, et sans drogue cette fois, c'est quand même... Peut-être c'est nos électeurs qui ont fumé, hein, mais non, faut être sérieux sur l'histoire de l'écologie politique. Il y a eu des moments où effectivement on a eu des succès électoraux. Ce qui est peut-être différent aujourd'hui, c'est que c'est pas un succès électoral, c'est un changement dans la réflexion, dans le rapport à ce que doit être la politique aujourd'hui. Parce que l'écologie, c'est pas juste une mode, c'est modifier en profondeur nos modes de développement. Quand j'étais jeune homme, j'ai lu Printemps silencieux de Rachel Carson. J'étais ornithologiste à l'époque. On était les écolos, c'était vraiment les marginaux totaux. Ça n'intéressait personne. Ouais. Et ça a pris 30 ans pour commencer à devenir une C'est préoccupation vrai. majeure. C'est vrai. Et ça prendra malheureusement peut-être encore un peu de temps avant qu'on vraiment on fasse ce qu'il est nécessaire pour essayer d'échapper au désastre. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas, les gens, quand il va falloir qu'ils changent vraiment leur façon de vivre, ça va moins leur plaire, l'écologie, quand Mais même? ça dépend. On ne dit pas qu'on va vivre une vie plus triste. Quand on dit par exemple qu'aujourd'hui, la santé, entre guillemets, d'un pays est basée sur un seul indicateur, le produit intérieur brut, donc la croissance économique. Est-ce que ça donne le signal sur la bonne santé tout court? On sait aujourd'hui que la pollution, ça va de pair avec une épidémie de cancer. Non. Est-ce que c'est des bons indicateurs? Non. Donc on peut vivre différemment, en vivant mieux et en vivant plus confortablement. D'où l'idée de compter le bonheur aussi par rapport au produit national brut. C'est une idée du Bhoutan, dans lequel j'ai vécu 10 ans. Et voilà, mesdames, En messieurs. 1972, le Bhoutan a promouvu comme politique nationale le bonheur national brut, avec l'idée que c'est une nation la plus puissante, la plus riche, la plus influente, mais il n'y a pas une satisfaction de vie véritable. Ça n'a aucun sens. C'est psychologique. Si le produit national brut diminue, on voit ça comme un échec insupportable. Ouais. Si on mesurait les choses différemment, avec un échec écologique et un échec de qualité de vie, si ces deux indices montaient, même si le PIB descend un peu, c'est pas grave. Oui, tout à fait. C'est fou que l'avenir vienne du Bhoutan, d'un petit pays himalaya. Bien, alors j'ai regardé votre biographie en détail. 34 ans, 4 enfants, vous avez vécu à la campagne, vous êtes devenu écolo, vous vous déplacez en RER, vous adorez les bonbons Haribo. Et c'est vous qui allez résoudre le problème du réchauffement climatique. C'est pour ça qu'il faut que je ne sois pas toute seule. Ouais. Non, mais... D'accord. C'est pas moi qui vais résoudre le problème du réchauffement climatique, c'est une volonté collective. C'est pour ça que je fais de la politique. Et la politique, c'est pas un génie et c'est pas un président de la République qui a le pouvoir de tout changer. Alors, vous avez fait 4 enfants quand même, alors que la planète va pas bien. C'est quand même très optimiste, ça, quand même, Cécile. C'est à l'inverse, c'est peut-être dans les deux sens. Peut-être Ouais. que c'est parce que j'ai des enfants que je fais de la politique aussi, parce qu'on peut pas se désintéresser de la vie qu'on va laisser à ses enfants. Alors, on va voir ce que vous êtes prête à faire, justement, pour l'écologie. On va faire un quiz, le bon exemple. Est-ce que vous avez une voiture? Oui, Aïe. Est-ce que vous recyclez vos déchets ménagers en compost? oui, Est-ce que vous récupérez l'eau de pluie? oui. Est-ce que vous mangez bio? Principalement, très largement, oui. Est-ce que vous refusez de manger des fruits exotiques l'hiver?
Eh ben, en fait, comme il y a énormément de pommes dans mon jardin, je mange très majoritairement des pommes pendant une grande partie de l'hiver. Est-ce que vous refusez les aliments avec OGM? Ah, ça, c'est certain, oui. Ça, c'est certain. Est-ce que vous éteignez les lumières chez vous? Oui, c'est compliqué. Est-ce que vous avez arrêté de vous maquiller pour préserver les baleines? Je me suis jamais maquillée, à part ici. Ah bon? Ouais, je me maquille. C'est Roselyne Bachelot demandait d'arrêter parce que c'est 3 baleines tous les jours. Est-ce que vous fabriquez vous-même votre lessive? Non. Non, quand même pas. Vous produisez vous-même votre électricité? Non. Est-ce que vous dépensez plus d'un verre d'eau pour vous laver? Ça arrive. Ça, bon d'accord. Quand même. Enfin, ça dépend pour me laver les mains. Un verre d'eau. Est-ce que vous refusez d'utiliser trop de papier toilette? J'imagine que oui, instinctivement. Oui, Mais en tout oui. cas, je pense que je gaspille pas, voilà. Vous gaspillez pas. Mais je vais réfléchir à la question. La prochaine fois que je Très reviendrai, je vous bien. répondrai très précisément. Écoutez, Cécile, en tous les cas, depuis que vous êtes sur ce plateau, je trouve que l'atmosphère est moins polluée, moi. Alors, Jean-Pierre Foucault, rebonsoir. Rebonsoir, Comment monsieur allez-vous? Thierry. Alors, réponse A, bien et vous? Réponse B, bon, on fait aller. Réponse C, ça va, mais je suis crevé. Réponse D, je pète le feu. Bon alors, Jean-Pierre Foucault, mesdames, messieurs, star de TF1, star de RTL, mec sympa. C'est pas dur d'être sympa comme ça. Vous C'est prenez très des difficile. Vous prenez des produits pour être sympa? Oui, bien sûr, parce Ah que oui. en réalité, je suis un type odieux et tous les matins, je me force à être sympa. écoutez, ça marche. Et j'y arrive depuis Ouais. quelques années. Ouais. Bon alors, Jean-Pierre, on n'est pas là pour parler de télé, on est là pour parler bagnole. Voilà. Moi, j'adore les bagnoles, je Je suis suis comme désolé. vous. Je vais vous dire un truc, on peut être écolo et aimer les vieilles voitures. Ah hein. ouais, mais j'adore les voitures. Alors, publié chez Michel Lafon un beau livre intitulé Les 90 ans de Citroën. Alors, j'ai lu, moi, cet été, la vie de André Citroën. Extraordinaire. Voilà, qui était en fait, c'est une famille, ils vendaient des citrons en Hollande, ils s'appelaient Lemon Man. Et quand ça a été traduit en français, ils sont appelés Citroën. Non mais c'est incroyable cette histoire. Il va en Pologne et il rencontre un mec qui fabrique des engrenages à chevrons. Voilà. Non mais c'est vrai. C'est ça, c'est vrai. Et ça devient le sigle de, Et voilà. de Citroën. Voilà, alors, c'est quelqu'un qui a eu le sens de la publicité d'une façon incroyable. Il a marqué Citroën sur la Tour Eiffel. Il a fait les grands raids, la croisière noire, la croisière jaune. La blanche. Et voilà. Et il a fait faillite. Sa boîte a été rachetée par Michelin. Pourquoi il joue au casino, c'est ça? Il joue au casino. Et c'est vrai que l'entreprise, après, a continué malgré tout et a quand même donné des produits excellents. Je crois que dans l'histoire de l'automobile, rares sont les constructeurs qui peuvent avoir 3 modèles de voitures Ouais. qui soient uniques. D'abord la traction avant, ensuite la 2 chevaux, qui était par excellence la voiture du peuple, Ouais. et la DS, qui était la voiture des Magnifique bandits et des voiture. politiques, C'est ou des 3 politiques et des magnifiques bandits. Ça va dans les 2 sens. Alors, vous parlez dans votre livre, évidemment, de la DS21 Palace, et puis les coupés Chaperon aussi, quoi. On achetait le châssis, Oui. et c'était du sur-mesure. Chaperon était habillé les voitures sur Voilà. mesure. Il a fait notamment des coupés sublimes. Il en a fait qui une pour sont Philippe hors de- Bouvard. C'était son bureau. Ouais, c'était son bureau, voilà. Alors, il n'y a qu'un truc nul avec Citroën, c'est la Picasso. Moi, j'aurais mis les 2 phares du même côté, vous voyez, quand même. Avant de passer aux infos de Blacko, mon cher Jean-Pierre, je voudrais signaler que vous venez de recevoir la médaille des Justes, attribuée à titre posthume à votre père, résistant, qui a sauvé beaucoup de Juifs pendant la guerre, dont votre mère, Paula, disparue récemment. Et j'imagine que de recevoir cette médaille... C'est vrai que c'est pour moi beaucoup d'émotions, parce que pendant des décennies, ceux qui se sont bien tenus et leurs proches n'ont pas parlé. Et là, petit à petit, comme ma mère a raconté, ma mère a parlé, Ouais. le hasard a voulu que cette médaille me soit remise le jour du premier anniversaire de la mort de ma maman, Voilà. elle qui attendait cette médaille. Mais elle ne l'aura pas vue, c'est la seule chose qui est Si, un peu... je pense que oui. En tous les cas, ça a dû beaucoup vous toucher. Beaucoup. Voilà, on va passer maintenant aux commentaires de l'actu avec les infos de Blacko. Et c'est Nicolas Beau, directeur de la rédaction de Bakchiche Info, que vous retrouverez cette semaine après le Magnéto. Charles Pasqua, l'ancien premier flic de France, derrière les barreaux. Ça serait marrant, non? Eh ben, curieusement, Charles, lui, n'est pas très sensible à cette ironie. Pasqua, au parloir. Si on avait levé le secret défense, un certain nombre d'affaires n'auraient pas été possibles. T'es sûr, Charles? La levée du secret défense sur toutes les affaires de vente d'armes? Il y a 15 jours, Libé faisait sa une sur les pots de vin liés à la vente de sous-marins au Pakistan en 94. À l'époque, Balladur était à Matignon et son ministre du budget s'appelait... comment qu'il s'appelait déjà? Ah oui, Nicolas Sarkozy. Dis donc, Charlie, ce serait pas du chantage au moins cette histoire? Je ne vais pas commencer une carrière de délateur.
Faut dire que Pasqua en connaît un bout sur Sarko. En 82, il a été témoin à son premier mariage. À l'époque, Nicolas Sarkozy était simple conseiller municipal de Neuilly. Mais depuis, le petit a fait du chemin. Il a été élu conseiller général dans le même canton que Charles Pasqua, puis député des Hauts-de-Seine comme Pasqua, président du Conseil général des Hauts-de-Seine comme Pasqua, et finalement, ministre de l'Intérieur, comme Pasqua. En fait, avant d'arriver à l'Élysée, Sarko a exactement le même parcours que Pasqua. Alors forcément, si Charlie finit en tôle, c'est vraiment pas bon signe pour Nicolas. Vous croyez que j'ai peur? Je n'ai peur de rien, monsieur. Mettons bien ça dans le crâne. Voilà, c'était les infos de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Voilà. Alors, nous a rejoint Nicolas Beau, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de Bakchiche Info, journaliste, mais aussi auteur notamment de La Maison Pasqua chez Plomb. Et c'est vrai que si le juge avait lu votre bouquin, il aurait collé perpète. Hein. À l'époque, j'étais invité nulle part. Ah bon? Parce que mon éditeur, Plomb, m'a dit, avec tous les procès que tu nous amènes, parce que j'ai eu 20 procès, ce qui est quand même... Oui, c'est pas mal, oui. Alors, l'Angola Gate, en 2 mots. Ça a consisté pour Charles Pasqua à faire sa petite politique étrangère de son côté, oui. En cachette de M. Balladur et Juppé, et d'encourager les ventes d'armes vers l'Angola, alors même que la politique de Balladur était la neutralité face au gouvernement de Dos Santos. Mais ce qui est vexant, évidemment, pour Charles Pasqua, c'est qu'il a été pris la main dans le sac pour 1,5 million de francs, ce qui est quand même dérisoire par rapport à toutes les sommes qu'il a vues transiter dans son existence. Ouais. Est-ce qu'il a été mouillé dans cette affaire parce qu'à un moment, il a voulu se présenter aux élections présidentielles? C'est sûr que Jacques Chirac n'était pas mécontent que Pasqua soit attrapé dans cette affaire, et qu'il y a peut-être quelques grands flics autour de Chirac, pour ne pas le nommer Yves Bertrand, patron des renseignements généraux, qui ont donné quelques renseignements au juge. Biscuits. Ça peut arriver. Alors Pasqua, on l'a vu cette semaine à la télévision, c'est si je saute, tout le monde saute. Est-ce qu'il a de quoi faire sauter la République? C'est sûr que lui, les questions de la République, il les connaît. Moi, j'ai bien connu à la fin de sa vie Alfred Sirvin. Sirvin, à Elf, qui était le grand Manitou des commissions, vraiment son grand homme, son parrain, c'était Pasqua. Et donc, dans notre affaire, celle de la fameuse affaire des frégates, la justice suisse n'a retrouvé personne, aucun des destinataires politiques ou autres en France. Ils ont retrouvé une personne, Étienne Léandri, qui était l'homme d'affaires de Pasqua jusqu'à sa mort en 1995. Donc, tous les circuits de commission, Pasqua les connaît bien. Et donc, effectivement, demain, s'il commence à parler, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont être un petit peu embêtés. Alors, est-ce qu'il est pensable qu'on puisse un jour supprimer le secret défense? Il y a un bon côté du secret défense. En gros, c'est préserver les intérêts commerciaux des entreprises françaises. Parce que quand, dans l'affaire des frégates de Taïwan, on verse des commissions au bureau politique du Parti communiste chinois pour les calmer, parce qu'on vend des à Taïwan. Ça, on comprend que personne ne veut lever le secret pour qu'on puisse continuer à vendre des frégates à tout le monde. Bon, évidemment, la difficulté, c'est qu'il y avait aussi de l'argent qui revenait vers les politiques français. Et que pour le contrat des frégates de Taïwan, il y a eu quand même 600 millions de dollars versés en commission. Alors, Cécile? J'espère un jour qu'on pourra accéder à des responsabilités, y compris nationales importantes, sans tomber là-dedans. C'est pas inéluctable quand même, parce que c'est sordide à tout point de vue. Mais ce qui est surtout absolument scandaleux, c'est que ces ventes d'armes, c'est des mines antipersonnelles. 280 000 mines antipersonnelles ont été vendues, je pense, pendant ce conflit. Ça veut dire que leur seul objectif, c'est de mutiler des civils, des enfants, des femmes. C'est juste abject. Et donc, il y a un truc à remettre en cause avant. C'est peut-être pas très à la mode de le dire. C'est l'industrie de l'armement. Très juste. Et Mathieu Ricard. Mathieu, en fait, il y a plus de 95% des armes qui sont vendues dans le monde sont fabriquées par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est dommage, parce qu'il aurait pu finir sa carrière invaincu. Vous savez que dans le prochain hebdo de Bakchiche, on publie la fiche des renseignements généraux de Charles Pasqua que j'ai trouvé de 1971. Et alors, il y a 2 choses qui sont drôles. La première, c'est que on apprend qu'il a trahi déjà Ricard à l'époque pour vendre ses pastis et ses apéros pour une boîte italienne, et qu'il a été viré de Ricard, ce dont ils ne se vendent pas. Et la deuxième chose absolument superbe, c'est que là, c'était la grande école des renseignements généraux, c'était pas du Yves Bertrand. Et à la fin, le fonctionnaire écrit Monsieur Charles Pasqua vit, semble-t-il, au-dessus de ses moyens. Déjà. Mais il a toujours aimé avoir un peu d'argent. Très bien, bravo Bakchiche en tous les cas. On passe aux infos de Blacko 2. Au lieu de prendre les supporters de foot pour des crétins, on ferait mieux de les prendre pour des exemples.
Si les Français étaient fiers de leur drapeau, comme les supporters de l'OM et du PSG sont fiers de leur maillot, ben Éric Besson serait moins inquiet pour notre identité nationale. La première partie de ce que je voudrais faire, c'est réaffirmer les valeurs de l'identité nationale d'une part et la fierté d'être français. Si t'es fier d'être français, tape dans tes mains. Ouais. Si t'es fier d'être français, tape dans tes mains. Alors évidemment, on trouvera toujours des couilles molles pour dire que la violence, c'est pas bien. Eh les gars, l'emblème de la France, c'est le coq. C'est pas le chapon. Faudrait peut-être réviser un peu votre marseillaise. Si on veut qu'un sang impur abreuve nos sillons, y a pas le choix, faut bien lui péter la gueule à l'adversaire. Alors pourquoi mourir pour une certaine idée de la France, ce serait de l'héroïsme, tandis que mourir pour le PSG, ce serait juste de la connerie, hein? Bravo Blacko, bravo Julien. Alors Jean-Pierre Foucault, j'ai pas pu voir le match au MPSG. Moi non plus. On le verra le 20 novembre. Si ah oui, voilà. Vous qui êtes supporter de l'OM. Je ne suis pas supporter, j'ai une fonction, comment dirais-je, bénévole à l'Olympique de Marseille depuis 15 ans. Je m'occupe des jeunes, du centre de formation et de l'Association olympique de Marseille. Il y a des gens qui ne gagnent rien au football. Je rappelle que le football, c'est un jeu. Vous avez cassé quoi, vous, dimanche soir? J'ai rien cassé du tout. J'ai rien cassé du tout. J'ai été terriblement attristé par ces quelques franges de supporters qui ne sont pas les supporters en général, et par la décision, il faut bien le reconnaître, du président de la Ligue. Tout le monde tape sur ce pauvre Thirier parce qu'il a annulé le match trop tard. En fait, les vrais coupables, c'est quand même les mecs qui ont tout cassé. C'est quand même là aussi un déplacement du centre d'intérêt. C'est vrai, mais vous savez qu'une frange des supporters est très fragile, on va dire. Si en plus vous leur faites faire 12 heures de bus et qu'à devant les portes du stade Vélodrome, vous leur dites que ça n'a pas lieu, bon, peut-être que cette fragilité s'exprime d'une autre façon dans la rue. Alors, Nicolas Beau, justement, sur l'identité nationale, la une de Bakchiche Hebdo numéro 6, c'était « Identité nationale coulée dans le Besson ». C'est drôle. Il est en train de faire une mauvaise année, l'élève Besson. Il va faire moins bien qu'Hortefeux. Il renverra moins de gens qu'Hortefeux. Il renverra moins de gens, c'est quand même s'il les renvoie 3 par 3, c'est sûr, il va jamais y arriver. Et la deuxième chose dont ils ne se vendent pas, c'est que s'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent dans notre douce France, c'est aussi parce que lui fait venir une jeune Tunisienne. J'ai vu, vous avez dit dans Bac 6, la charmante étudiante tunisienne qui partage actuellement la vie d'Éric Besson ne devrait pas avoir trop de mal pour obtenir son titre de séjour. Voilà. Pareil, d'après... Est-ce qu'il ne faudrait pas nous se préoccuper de savoir, finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être européen ou mondial, je dirais, et pas français? Mais se préoccuper de ça, c'est très hypocrite. Il s'en fout, en vrai, Besson, de l'identité nationale. Il en a rien à carrer. C'est de la communication politicienne du moment. L'histoire des Afghans qui sont envoyés dans un pays en guerre, l'identité nationale, elle est du côté de ceux que ça scandalise. Elle n'est pas du côté de ceux qui organisent pour l'affichage. Et parce qu'on sait très bien à quoi ça aboutit. Enfin, moi, je prends le RER le matin à Villeneuve-Saint-Georges. Eh bien, pour remplir les quotas, il y a des policiers dont je pense d'ailleurs un certain nombre d'entre eux ne sont pas forcément très fiers. Ils repèrent les mecs à la couleur de la peau, c'est vraiment ça, en les contrôlant parce qu'il faut remplir les quotas. Et c'est pas ça qui résoudra le problème. L'identité nationale, c'est comment on fait pour vivre ensemble, comment on construit en permanence la capacité d'être ensemble. Et c'est justement jamais, à aucun moment on peut le figer, dans rien du tout d'ailleurs. Et à chaque fois qu'on a essayé de forger ou de figer une identité nationale, elle était toujours théorisée et utilisée. C'était la propagande, mais c'était de la propagande et ça a été notamment utilisé pour envoyer des millions de jeunes Français en pantalon Garance pour sauver la patrie, alors qu'ils ne savaient pas de quelle histoire ils étaient en partie l'otage. Donc c'est là où il faut faire attention. Moi, je suis né dans un port qui s'appelle Marseille. Tous mes copains d'enfance venaient de partout. On s'entendait très bien. Il n'y avait jamais de soucis, il n'y avait jamais de difficultés, jamais de problèmes. Italiens, arméniens, juifs, arabes, chrétiens. Pourquoi, d'un seul coup, cette Eh bien, ça, c'est une vraie histoire. La glissade, elle a été sémantique, où l'immigration est devenue un problème. Vous avez tous entendu parler de cette phrase, le problème de l'immigration. C'était l'immigration, c'est devenu un problème. C'est vraiment une façon de se décharger pour certains politiques en chatouillant les bas instincts d'un certain nombre d'entre nous. Alors, est-ce que cette assimilation républicaine, qui est un peu à bout de souffle aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas à bout de souffle parce que finalement, c'est quelque chose
un petit peu comme la colonisation de la République, c'est-à-dire vouloir que tout le monde soit pareil. Est-ce que c'est pas là le premier problème? Oui, mais justement, on n'a pas voulu assimiler les gens, on a incorporé. Je sais pas, je vais vous donner un exemple culinaire. Voilà, c'est complètement à côté de la plaque, mais quand on doit mélanger de la pâte avec des blancs d'œufs, oui. eh ben, on incorpore tout doucement. Oui. C'est-à-dire qu'on décide pas que les blancs d'œufs. C'est bien les femmes dans la politique. Non mais c'est pas. Non mais franchement, je trouve ça génial. Voilà, je pense que c'est le truc de lui. Je trouve ça génial ce qu'elle veut dire. Non. C'est vachement bien. On ne dit pas au blanc d'œuf, maintenant, vous êtes de la pâte à crêpes. Simplement, au final, si vous y arrivez bien, vous faites de la pâte qui permet de faire des crêpes épaisses et gonflées. C'est-à-dire que les uns et les autres peuvent s'apporter mutuellement. C'est pas neuneux ni naïf. Une crêpe, ça va. Un paquet de crêpes, hein. Bonjour les gars. Voilà. Bah, écoutez, elle est formidable, cette Cécile Duflo. J'espère que vous reviendrez souvent dans cette émission. Nicolas Beau, merci. Nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Alain Stoffen, bonsoir. Bonsoir Thierry. Pour son témoignage sur la scientologie, toujours en compagnie de Mathieu Ricard et de Jean-Pierre Foucault. J'ai un truc pour vous, Jean-Pierre. On a un nouveau trompettiste qui sait faire RTL en 2 tons. Est-ce qu'on peut l'écouter? Ah, c'est important ça. Attention. Ouais. C'est un petit hommage. Est-ce que vous savez qui est le compositeur de ce Non, mais c'est vachement bien. Michel Legrand. Ah bah oui, alors tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Merci. Alors Alain Stoffen, bonsoir. Vous avez publié avant l'été Voyage au cœur de la scientologie, le témoignage d'un ex-disciple aux éditions privées et le procès de la scientologie. Cette semaine a remis votre livre en pleine lumière. Alors ce soir, on a un bouddhiste, on a un scientologue. Il y a un point commun quand même entre vos deux croyances, c'est que vous avez Tom Cruise, vous avez Richard Gere, eux, ils ont Travolta, vous avez Sharon Stone. D'accord, bon, ça c'est... Nous, les cathos, on a Bigard et Bernadette Chirac. Bon, on en reparlera à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillon. Allez, on va ouvrir nos chakras. Bien grand. On y va. Aux élections régionales, Gilbert Montagnier sera candidat en Auvergne. En fait, il voulait être candidat dans le Berry. C'est l'avantage avec Montagnier, tu peux l'envoyer faire campagne n'importe où, s'aperçoit de rien. Du coup, il est beaucoup moins casse-couille que Ramayad. Oui. On vient de l'apprendre, Didier Barbelivien devait sortir un album de chansons écrites par Jean Sarkozy. Les deux hommes ont renoncé au dernier moment. Aucune pression populaire. Non, ils ont juste écouté la maquette et ils se sont dit, bah non, on n'y va pas, non. À Boston, un apprenti terroriste arrêté. Attention, si on arrête les terroristes quand ils sont encore en apprentissage, c'est toute une profession, un savoir-faire qui pourrait disparaître. Éric Besson, professionnel jusqu'au bout. Regardez cette photo, il vérifie personnellement chaque charter d'Afghans en partance de Roissy. Si l'avion s'écrase, l'Afghan mort ne peut pas être comptabilisé comme expulsé. Gros succès de la grippe A aux États-Unis. Les gens font la queue pour se faire vacciner. Ici, ça prend pas. Non. L'idée de faire chier Roselyne Bachelot est plus forte que la peur d'attraper la grippe. Jean-Louis Bianco vient d'être classé espèce menacée. Le député PS a déclaré croire encore en Ségolène. Si jamais Jean-Louis Bianco meurt, la race des supporters de Ségolène Royal sera définitivement éteinte. Une femme meurt étouffée par une balayeuse qui aspirait des feuilles mortes. Elle l'a cherchée, elle s'était habillée dans des tons automnaux, marron, ocre et orange. Les roues, méfiez-vous, Cohn-Bendit, Yves Turner, Sonia Rykiel, faites gaffe.
Cri d'alarme au ministère des Transports. Le week-end de la Toussaint est l'un des plus meurtriers de l'année. La Toussaint, avec la fête des morts, ça peut devenir exponentiel. Plus il y a de gens à fleurir, plus il y a de monde sur les routes. Et plus il y a de monde sur les routes, plus il y aura de gens à fleurir l'année d'après. Une fillette à vendre sur un site chinois. Méfiez-vous des produits chinois. Il y a eu les fauteuils Conforama fabriqués en Chine qui ont provoqué de graves brûlures. Est-ce qu'il vaut mieux pas acheter un bébé ailleurs, quitte à le payer plus cher au départ et pas être emmerdé? J'ai vu la photo de la petite, elle est bizarre. Marie-Georges Buffet, outrée par une pub où l'on voit une femme se faire virer d'une voiture sous prétexte qu'elle a oublié un morceau de Cantal. Marie-Georges est traumatisée, elle s'est déjà faite virer d'une voiture. Elle n'avait pas oublié le Cantal. Non, 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 rien. Juste son mec qui en avait marre. Cécile Duflot, secrétaire nationale des Verts, a appelé sa fille Térébenthine. C'est joli, Térébenthine. C'est classé dangereux pour l'environnement, mais on s'en fout. Il y a silicone aussi pour une fille qui est jolie. Ou gélatine, s'il bouge un petit peu. Naphtaline aussi, quand tu commences à vieillir, c'est... Ou bromure, pour un garçon. À la puberté, c'est... Non, dans les produits chimiques, il y a plein de trucs chouettes pour appeler les enfants. 2 pilotes d'Airbus ont dépassé leur destination finale de 240 km. Ils ont expliqué avoir oublié d'atterrir car ils étaient plongés dans une discussion passionnante. Une piste à exploiter pour Jean-Marie Bigard et Mathieu Kassovitz qui doutent des attentats du 11 septembre. Les pilotes discutaient passionnément quand ils se sont retrouvés face au World Trade Center. You fucker, yeah, fucking twice. Oh God, it was good. Yeah, it was fucking good. Oh God! Merci beaucoup. Stéphane Guillon, mesdames, messieurs, qu'on retrouve sur le site de canalplus.fr et la semaine prochaine dans cette émission. Et maintenant, on passe à l'invité du samedi 20h. Alors, Alain Stauffen, rebonsoir. Le tribunal a condamné la scientologie cette semaine, mais n'a pas pu la dissoudre. La loi avait été modifiée en douce. On parle, dans les milieux politiques, d'erreurs techniques. Est-ce que vous pensez que l'État est infiltré à ce point par les scientologues qu'on puisse faire changer une loi, qu'on puisse corriger une loi? Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi du 12 mai donc, en question fait 700 pages, donc ça a dû se passer dans les bureaux. Maintenant, il y a quand même un fait extrêmement troublant, c'est que le 8 juillet, donc suite à un mail qui a été envoyé à un journaliste américain, donc, on a su que l'avocat américain de la scientologie, donc Walsh, était déjà au courant de cette modification, alors qu'ici en France, les personnes concernées ne l'étaient pas encore. Donc c'est un fait qui est extrêmement troublant. Extrêmement troublant aussi le fait que Nicolas Sarkozy ait reçu très longuement Tom Cruise lors de son dernier passage à Paris. Très troublant aussi ce que raconte le Canard enchaîné cette semaine, à savoir qu'il y a de moins en moins de policiers qui travaillent sur la scientologie. On leur a dit, bah, écoutez, occupez-vous un peu d'autre chose. Donc il n'y a plus une brigade qui est dédiée à la scientologie. Voilà. Alors, on parlait des stars, et vous, c'est Chick Corea que vous aimez beaucoup, qui vous a amené à vous intéresser à la scientologie, non? On est en 85, j'avais 24 ans. Et un jour, j'assiste à un concert de Chick Corea et la découverte de cette musique, le jazz, pour moi, c'est une véritable révélation. Chick Corea devient un vrai modèle pour moi. Je découvre par la suite qu'il est scientologue. Je fais la rencontre d'un autre musicien qui devient un très bon ami et qui lui me dit voilà, donc moi je suis scientologue aussi. Et c'est par ce biais-là que je suis rentré. Donc à l'époque, vous vous occupiez d'enfants handicapés pendant la semaine et vous enseigniez la musique le week-end. Ça, c'était en Belgique. Et là, vous allez vous installer à Paris pour travailler à l'école du rythme, qui est en fait une cellule officieuse de recrutement
de la scientologie. Il savait que je voulais aller vers une carrière artistique. Il savait que j'avais une admiration folle pour Chick Corea. Donc quand on me présente un job dans une école qui travaille sur les méthodes sur lesquelles avait travaillé Chick Corea, j'étais intimement persuadé que c'était un cadeau qui était tombé du ciel. Vous pensiez réellement à l'époque que la scientologie allait vous épanouir artistiquement, comme elle a épanoui, disons, Chick Corea en ce qui vous concerne. Alors vous découvrez dans cette école du rythme que tous les professeurs, tous les directeurs sont scientologues. Vous lisez le livre de Ron Hubbard, la Dianétique, qui est donc le livre fondateur de la scientologie. Alors, dans la Dianétique, on dit qu'il y a 75 millions d'années, un univers organisé en une confédération galactique de 76 planètes, dirigée par un nommé Xenu, aurait envoyé sur Terre par fusée 13,5 trillions d'habitants avant de souder leurs âmes à l'aide de bombes H pour fabriquer des tétans de corps. Là, vous n'avez pas tiqué quand on vous a raconté ça, quand même? Parce que moi, personnellement, je suis très naïf, mais là... Alors, ce que vous annoncez là, c'est quelque chose qui est en fait confidentiel. C'est pas du tout dans le livre La Dianétique. C'est une information auquel j'ai jamais eu accès. C'est quelque chose que j'ai appris une fois que j'étais sorti. Donc c'est en fait quelque chose qui est confidentiel et ça fait partie de la doctrine qu'on apprend quand on est vraiment à un très haut niveau, un niveau auquel j'ai jamais accès. Ben, c'est-à-dire qu'en pourcentage, c'est vrai qu'il y a peut-être un demi% des scientologues qui arrivent à ce niveau-là. Non, parce que nous, on a un mec qui marche sur l'eau, mais franchement, je ne savais pas que les gens étaient prêts à gober beaucoup plus, mais apparemment, oui. Ça me fait penser, moi, à l'usage des médicaments frauduleux. En fait, on met la vie des gens en danger en vendant des choses qui sont faites pour les sauver. Et c'est un peu le même système. C'est vrai. C'est pire que Madoff, parce qu'en plus, on a présenté ça comme quelque chose qui avait donné un sens à votre existence. Est-ce que vous saviez que la scientologie avait été créée par un écrivain de science-fiction dénommé Ron Hubbard? Non. Il y a un autre écrivain de science-fiction qui, lui, a très bien réussi, qui s'appelait Harlan Ellison, grand auteur, qui a raconté qu'un jour, il était avec Ron Hubbard et d'autres copains, écrivains de science-fiction, et que Ron Hubbard se plaignait de ne pas gagner d'argent. Et il y a un type qui lui a dit « Pourquoi tu n'inventes pas une religion ?» C'est quand même extraordinaire. Il a dit « Je vais le faire ». Et il l'a fait. Ouais, qui était par-dessus tout quelqu'un d'extrêmement dérangé, parce qu'il y a des expertises du temps où il était dans l'US Navy. Voilà, et c'est vrai que les expertises psychiatriques sont catégoriques. C'est quelqu'un vraiment qui avait un réel problème. Pour moi, la scientologie n'est rien d'autre qu'un délire science-fictionnesque auquel on a mélangé, ou Hubbard a mélangé quelques principes rudimentaires de psychanalyse. Alors leur truc, c'est quoi? C'est soit de prendre des gens qui sont pas bien, en leur promettant de les reconstruire, soit prendre des gens qui vont bien et de les casser avant de les reconstruire. En gros, c'est ça leur truc, non? C'est surtout la deuxième option. Vous, ils vous ont cassé? Complètement. Les premiers cours qu'on fait sont des cours qui sont super intéressants. Moi, j'ai fait un petit cours de communication, un stage pratique, 2 semaines de travail, 350 francs, très peu cher, avec un énorme résultat à la clé, qui était le fait que j'avais beaucoup moins de trac. Et pour moi, c'était important. Donc, du coup, ça installe sacrément la confiance. J'étais intimement persuadé que j'étais arrivé dans un endroit où il y avait un profond respect de l'individualité, où on dit que les artistes, c'est des gens extrêmement importants. Je me souviens vraiment de cette phrase qui m'avait énormément touché, c'est « Une grandeur d'une culture se mesure à ses rêves, et ses rêves sont rêvés par des artistes ». On est dans une phase de séduction. Le but, c'est d'appâter pour mieux faire. Et pour moi, je n'ai jamais adhéré à la scientologie en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier chèque, je ne savais pas la portée de cet engagement. Alors justement, au début, évidemment, c'est pas très cher, 50 francs français, ça fait même pas 10 €. Mais pour arriver au dernier niveau, qui s'appelle OT8, là, ça peut aller jusqu'à 400 000 € quand même. Il y a une quinzaine de niveaux à franchir, donc qui se font par l'intermédiaire d'une part des cours, des formations, et d'autre part par un travail qu'on fait en tête-à-tête avec un praticien. Et donc, si on veut aller au plus haut niveau d'endoctrinement, tout le parcours coûte au moins... Très cher. Par exemple, il y a l'électromètre, qui est une machine qui est destinée à détecter les cassures remontant à une vie antérieure. Déjà, bon, incroyable. Bon. En fait, c'est un ohm-mètre. C'est un truc qui ne coûte rien. Ils le vendent 3 800 €. Non, mais vous vous rendez compte? Comment une telle entreprise peut-elle plus se poursuivre si longtemps? Comment les mesures ne sont pas plus sévères? C'est à peine concevable. Alors après, quand vous ne payez pas, il y a un truc qui s'appelle le Watchdog Committee. Alors ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des hommes de main de la direction internationale qui viennent vous dire, écoutez, vous nous devez du pognon, il faut nous le donner. C'est là, le ton change. Là, on n'est plus dans la sympathie, rien du tout. Là, il y a un mec, vous l'entendez une fois, qui dit, je veux ce putain d'argent. Incroyable. Alors, vous épousez une jeune scientologue,
Et très rapidement, elle commence à écrire des rapports de délation contre vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes complètement noyauté. Vous découvrez un jour, ça c'est le comble, qu'il existe à votre sujet un programme pour manier Alain Stoffen. C'est un mode d'emploi pour vous manipuler, en fait. Complètement. Dans ce programme, il y avait 19 points qui étaient très précis. Et un des points, c'est faites venir Alain Stoffen dans une pièce et installez-vous de telle façon qu'il ne puisse plus sortir. À l'époque, il me réclamait 113 000 francs que je refusais de payer. Ouais. Et donc l'idée, c'est qu'on avait ordonné une séquestration et le but, c'était de me soumettre à un chantage abject pour me faire cracher cet argent-là. Non mais voilà, après ça se termine en extorsion de fonds. Complètement. Ce qui est extrêmement fort, c'est que quand on est dans la scientologie, et quand je dis extrêmement fort, je veux dire c'est là où c'est extrêmement pervers, c'est que moi, pendant les 15 ans où j'étais en scientologie, j'étais intimement persuadé que je pensais de plus en plus par moi-même et que j'étais de plus en plus authentique, alors que c'était tout l'inverse qui se passait. À l'époque, j'avais vraiment l'impression d'être heureux dedans, mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'y étais heureux, mais pas plus qu'un alcoolique lobotomisé qui est heureux parce que quand il est ivre. Vous avez été très courageux quand même, non? Parce que vous êtes quand même, en publiant ce bouquin, vous êtes dressé contre cette organisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait la découverte de ce dossier dans lequel j'ai trouvé encore d'autres pièces, où j'ai vu que j'avais été fliqué et que les moindres détails de ma vie privée, tout ça, c'était consigné. Et donc, c'est là que j'ai vu que l'ensemble des pressions, des menaces que j'avais subies et tout ce qui m'avait été préjudiciable, en fait, ce n'était pas le résultat de dérives individuelles, mais c'était bien de la mise en application des règlements. Ouais, vous avez découvert le poteau rose, Ils ont attaqué votre bouquin? Quand je suis sorti, j'ai tout de suite porté plainte. C'est vrai qu'ils ne se sont pas fait attendre parce qu'ils ont une force de frappe extrêmement redoutable. Parce qu'à partir du moment où on attaque la scientologie, on devient ce qu'ils appellent, dans leur jargon, une personne suppressive, c'est-à-dire un ennemi à abattre. En 2001, par exemple, lors d'une convention internationale, un des plus grands ponts de la scientologie avait clairement annoncé qu'ils avaient, pour l'année 2001, ils avaient donc descendu les SP, donc c'est l'abréviation de personnes suppressives, donc des gens comme moi, comme des mares dans une canard, et je cite texto, et qu'il y avait encore un gros nettoyage à faire. Et donc, à partir du moment où moi j'ai porté plainte, forcément, je suis devenu un ennemi à abattre. J'ai été poursuivi, donc ils ont porté des plaintes contre moi parce qu'ils le font de façon absolument légale. En d'autres termes, aucune de nos pendaisons est faite illégalement. Et moi, pendant 5 ans, j'ai été traîné devant les tribunaux, donc dénonciation calomnieuse, fraude fiscale, fraude à l'URSSAF, et donc la série a été très longue. Pendant 5 ans, ça a été l'horreur, quoi. Le but, c'était vraiment de me pousser à me tirer une balle dans la tête, parce que le but, c'est vraiment de... Vous avez pensé au suicide à un moment, d'ailleurs, alors. C'est incroyable, parce que quand on attaque la scientologie, j'ai vu ça au JT, leur seule défense, c'est de dire c'est un procès en hérésie. C'est le seul discours que l'on tient. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'affiche église. C'est pas parce que moi je dis aujourd'hui que je suis le pape que ma voiture va se transformer en papa mobile. En fait, depuis le début, la scientologie essaye de mettre le débat à leur sujet sur le domaine de la religiosité. Bien sûr. La religiosité, pour eux, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un alibi, parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien de religieux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Ronebard a transformé son organisation en religion pour ne pas payer d'impôts aussi, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même plus facile. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, ils disent qu'ils sont reconnus aux États-Unis comme une religion, ce qui est pipeau. En fait, quand ils communiquent là-dessus, tout le monde pense qu'ils sont reconnus aux États-Unis comme une congrégation. En fait, il ne s'agit que d'une simple reconnaissance fiscale pour échapper à la fiscalité. Voilà. On a tellement besoin de plus d'altruisme dans notre société, et voir des gens qui sciemment nuisent aux autres, je veux dire, c'est une tristesse invraisemblable. C'est terrible, absolument terrible. Bien, merci en tous les cas pour votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Mathieu Ricard pour l'esprit du Tibet et le coffret Himalaya, les chemins du bouddhisme. Merci beaucoup. Et l'association Karuna, vous pouvez envoyer des dons. Voilà. Cécile Duflot, secrétaire nationale des Verts. Alors Jean-Pierre Foucault, les 90 ans de Citroën chez Michel Lafon et le Grand Quiz. Et le Grand Quiz, vous commence. C'est le 6 novembre. 6 novembre, Tour de France. 6 novembre sur TF1, c'est énorme. Vous sillonnez la France depuis des semaines. Nicolas Beau de Bacchi Hebdo qui était avec nous.
et Alain Stoffen dans Voyage au cœur de la scientologie aux éditions privées. Alors, les Gréments de Fortune seront en concert le 13 novembre à la Chapelle des Lombards. Si vous avez des commentaires, des critiques, des idées, appelez-moi au numéro qui s'affiche, c'est mon portable. Je vous laisse avec Action Discrète et Groland Magazine. Salut les terriens, à la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.